bienvenue dans le Saré. La fête des mères s'est célébrée la semaine dernière et c'est l'occasion pour nous de faire une incursion dans la vie de celles qui ont attendu plusieurs années pour avoir leur premier bébé. Dans cette émission, donc, deux cas de figure, avant l'arrivée du bébé et la morosité au sein de la famille, et donc l'arrivée du bébé et la joie qui anime la famille et particulièrement la belle famille. Nous en parlons dans cette émission. Bonsoir ma très chère. Ma très chère, bonsoir et bienvenue à vous sur Canal 2 International. Un premier bébé, on l'attend toujours avec beaucoup d'enthousiasme et de joie naturellement. Une joie qui se transforme, ma très chère l'a dit, progressivement, parfois en angoisse lorsque le petit bout de chou tarde à faire son apparition. Et on relèvera d'ailleurs aussi qu'en Afrique, chez nous, l'imagerie populaire voudrait que ce soit toujours la faute de la femme si jamais il n'y a pas de bébé dans le couple. On va en parler dans le cadre de cette édition de Dans le Saré. Et donc nous en parlons avec notre panel assez spécial ce soir, vous allez voir. Alors, commençons par le seul monsieur qui est sur ce plateau, professeur Louis-Roger Kemayou, qui est donc professeur en sciences de l'information et de la communication, enseignant et également sociologue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur? Très bien. Bienvenue, professeur. Alors, quand on parle des enfants qui tardent à arriver, à quoi on pense directement? Au premier abord? Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Alors en Afrique, quand l'enfant tarde à venir, c'est la faute à la femme. Donc tout de suite, c'est ce à quoi on pense. Tout de suite. Alors, nous avons également sur notre plateau des dames. Commençons par Mélissa Kouya, qui est la fondatrice de Mom for Life. Pour ceux qui ont vécu l'événement, je pense la semaine dernière, on a eu la première Miss Mom. Bonsoir Mélissa. Bonsoir Clarence, bonsoir tout le panel. Merci de m'avoir reçu. Voilà. Bienvenue Mélissa. Et donc on célèbre la femme, on célèbre la mère. Oui. Pourquoi? Alors on célèbre la mère parce que voilà, elle le mérite. Voilà, elle le mérite tout simplement et elles n'ont pas très souvent cette opportunité d'être célébrées. Alors, donc, célébrer celles qui ont des enfants et celles qui n'en ont pas, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, célébrer celles qui en ont des enfants et célébrer également celles qui n'en ont pas mais qui sont mères dans l'âme. Donc, c'est un peu le concept de Mom for Life. D'accord, donc on parlera de ces femmes qui attendent et qui attendent parfois indéfiniment, mais qui sont des mamans malgré tout. Nous avons votre deuxième dauphine, donc la deuxième dauphine de Miss Mom, Ange Sheila Défaut. Bonsoir. Bonsoir Clarence. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Bienvenue Ange Sheila. Ange Sheila, voilà. Oui, c'est bien ça. Ange Sheila, vous avez 3 enfants. Oui. Vous n'avez pas attendu de longues années. 1 an environ. Un an environ, mais sans stress. Hein. C'est vrai que le stress arrivait déjà, donc on se demandait que le bébé pourquoi. n'arrive. 1 an, et puis on s'est dit pourquoi jusqu'à 1 an. Voilà, donc la question se posait déjà. Et pour quelle raison? Parce que je me disais qu'il y avait problème quelque part, et puis finalement il y avait problème, donc... le problème s'est rapidement résolu. Voilà, exactement. On en parle donc dans cette émission, ma très chère, on commence tout de suite. Oui, on commence avec le professeur Louis-Roger Kemayou, qui représente l'enfant donc dans une famille chez nous. Je pas bien entendu. Que représente un enfant dans une famille et qu'est-ce que son absence implique dans un couple? Je ne vais pas être général, je vais parler donc toujours de l'Afrique. Oui. En Afrique, mais un enfant est perçu comme une bénédiction. Comme une bénédiction. Bon, bénédiction des dieux. Oui. Et une forme d'acceptation, n'est-ce pas, du couple qui s'est mis ensemble, de l'union qui est ainsi bénie par un enfant. Voilà ce que représente l'enfant en Afrique. Donc du coup, lorsqu'il n'y en a pas, le couple n'a pas été béni. Absolument. Absolument. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Maintenant, ce quelque chose qui ne va pas quelque part, nous allons ensemble essayer de voir de quoi il retourne. Est-ce qu'en tant que sociologue, vous comprenez ce que ça veut dire? Mais bien sûr. Je comprends l'environnement culturel africain, je comprends très bien. Et vous vous dites, ils ont parfaitement raison ou pas du tout pour le scientifique que vous Mais êtes? pourquoi est-ce que l'Afrique n'aurait pas raison? L'Afrique a souvent eu raison.
L'Afrique a souvent eu raison. Mais le problème, c'est que nous avons été en contact avec la culture occidentale. Et on n'a pas les mêmes représentations. Et en conséquence, les femmes, quand elles entrent en mariage, elles reçoivent tellement de pression, non plus du fait de la culture locale, mais des éléments de la culture étrangère que nous avons adoptés. Et donc les gens commencent à mettre la pression parce qu'au bout de 3 mois, il n'y a pas d'enfant, on ne voit pas des signes d'une grossesse, et alors la pression commence à monter. Et la femme, donc la jeune femme qui, elle, a une double culture, reçoit beaucoup plus de pression que la femme d'hier. Parce que dans le passé, quand la femme n'avait pas d'enfant, ça ne représentait pas le même drame qu'aujourd'hui. Ah bon, oui, c'est on a sûr, dans les parce que familles, là, j'ai plutôt... Oui. On a dans des familles des femmes qui ont vieilli sans jamais avoir eu d'enfant. J'en ai dans ma famille et j'en connais dans beaucoup d'autres familles. Ça veut dire que c'était mieux accepté, vous croyez? Non, il n'y avait pas de problème. On transférait l'amour. Les enfants les enfants de la famille transféraient tout leur amour en direction de celle-là qui n'avait pas fait d'enfant, de sorte qu'elle ne réalisait même pas souvent qu'elle n'avait pas d'enfant. Voilà. Donc, et aujourd'hui, parlant de cette représentation sociale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vous disiez il y a un instant que quand la femme n'a pas un enfant, tout de suite, on se dit que le couple n'a pas été béni, et donc il y a un problème. Quelque part. Quelque part. Et quel est ce problème? Bien. Souvent, ça peut être dû au fait que pendant les arrangements en faveur du mariage, la dot, quelqu'un a pu être mécontent, et puis il a plié un doigt. Voilà. Il a plié un doigt et dit, je verrai comment elle va être femme. D'accord. Ça, c'est une raison. C'est arrivé souvent? Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et donc, ou encore même du fait seulement de la cohabitation dans le village, dans le quartier, la jeune femme a été jalousée, et donc pas des membres du quartier, mais pas de la famille. Ah, d'accord. Voilà, a été jalousée, et on dit on verra comment elle fera un enfant. Et vous voyez que jusqu'à présent, il ne s'agit pas de causes physiologiques, clinique, physiologique. Donc elle n'a pas de problème, elle n'a pas de malformation, rien, mais elle ne peut pas faire d'enfant parce que victime d'un sort. Maintenant, il y a aussi des raisons psychologiques, essentiellement psychologiques, dont des femmes qui ne savent pas gérer la pression de l'attente. De l'enfant. Voilà, de l'attente de l'enfant, ça pas gérer cette pression. Et plus vous ne gérez pas la pression, et plus vous réunissez les conditions de ne pas faire d'enfant. D'accord. Parfois aussi l'environnement. Une personne vit mal à l'aise dans un milieu, dans un environnement. Vous enlevez la même personne qui ne faisait pas d'enfant pendant 10 ans dans un certain environnement, vous l'amenez à la plage. Voilà, par exemple, à Limbé, voilà, ou à Kribi, voilà, par exemple. Et puis au retour de ce séjour, voilà. La bonne nouvelle. Alors on va parler de toutes ces raisons métaphysiques, enfin qui ne sont pas physiologiques. Dans la suite de cette émission, Matrèche, il y avait d'autres questions? Oui, mais avant, on peut déjà continuer avec. Moi, ce que j'aimerais savoir, voilà, excusez-moi, Mélissa, voilà. Mélissa, vous n'avez pas eu forcément, hein, quand on parle de problèmes, on parle bien sûr des dames qui attendent des dizaines d'années afin de concevoir. Vous n'avez spécialement pas eu ce type de problème. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre engouement à vouloir célébrer les moments qui ont ces problèmes-là? Alors, il faut déjà dire que moi, à la base, je suis mannequin photo, donc modèle photo, modèle de publicité. Et très souvent, lorsque j'ai eu à poster mes photos sur via mes réseaux sociaux, voilà, il y a des personnes qui m'écrivent toujours, mais comment est-ce que tu fais? Tu as 2 enfants, mais tu as toujours un physique aussi généreux. Alors, au cours de mes échanges avec certaines femmes, j'ai constaté que bon nombre de femmes sont frustrées, bon nombre de femmes ne se retrouvent pas une fois qu'elles
elles ont embrassé la maternité parce que voilà, le physique est modifié. Parfois, c'est l'homme qui les abandonne pour aller chercher celles qui ont des physiques un peu plus généreux. Et alors, je me suis dit, ce n'est pas une fierté pour moi que autant de femmes me posent cette question. Parce que après, maintenant, mon entourage ou alors mes soeurs me disaient, ah, tu es la star, tout le monde devait savoir, voilà, et tout ça. On te demande, on t'a massé avec quoi, qu'est-ce que tu as bu, des petits trucs comme ça. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas réunir des femmes autour d'une table, question d'échanger avec elles, les édifier, surtout afin que ces dernières gagnent beaucoup plus en assurance et en confiance, les enseigner surtout des bons réflexes adoptés pendant et même après la maternité, et voilà qu'au sortir de là, chacune voilà, rentre chez soi bien mûrie, commence à s'accepter, même si avec des rondeurs ou que le physique ne soit pas modifié, et beaucoup plus aussi édifier les hommes sur la nécessité d'accompagner des femmes justement pendant ces changements, parce qu'on sait bien que si ces femmes sont parfois tentées à se livrer à certaines pratiques, voilà, c'est parce que voilà, les hommes vont chercher les mini-minors dehors, comme on dit très souvent, et voilà, c'est tout ça qui m'a motivée à justement à créer cet événement. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure, Sheila, de votre attente qui n'a pas été très longue, mais qui était longue psychologiquement. Quand on attend, comment on se sent? On n'a pas seulement la belle famille, comme vous avez dit tout à l'heure, parce que moi, je n'ai pas eu cette pression de la belle famille. Mais pour moi particulièrement, c'était de voir, comme j'avais déjà cette envie d'avoir un bébé, de même pour mon conjoint, j'avais l'impression tout le temps de voir, de croire que je n'y arriverais pas. Je vois les femmes enceintes, je vois les bébés, mes amis qui font des bébés, et puis là c'était ma plus grosse pression. Donc je me disais que vous-même vous mettiez une pression. Oui. C'était une pression personnelle. Parce que là c'était pas la pression ne venait de personne. Donc c'est ça que je voulais préciser pour mon cas. Oui. Pour mon cas. Voilà. Et donc je veux dire que quand on se pose toutes ces questions, on se les pose toutes seules. Est-ce que vous partagez avec votre compagnon? Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que vous en discutez? Oui, on en discutait tout le temps. C'est la raison pour laquelle on s'est dit bon, tiens, il faut bien qu'on rencontre un gynécologue qui pourra nous aider dans ce sens. Et on s'est lancé. D'accord. Après plusieurs tentatives et puis, qui ont échoué. Voilà. Alors, le professeur parlait tout à l'heure justement des facteurs du stress et tout. Est-ce que vous pensez justement que ce que Ange Sheila vient de relever là peut être une cause, une des causes? Absolument. Je vous ai dit tantôt que la psychologie montre bien que les femmes se mettent la pression. Elles se mettent la pression. Très peu de pression viennent de l'extérieur. Le plus grave, c'est la pression qu'on se met à soi-même. En général, moi j'ai eu l'avantage d'avoir des mariages. D'accord. D'avoir eu des mariages. Voilà. Et donc, j'ai eu une expérience, la première. Vous-même ou votre entourage? Oui, moi-même. Ah, d'accord. Il a fallu 6 ans de vie commune avec ma conjointe pour qu'elle soit enceinte. Mais chaque fois, c'est moi qui devais la remonter. Elle n'était pas sûre qu'elle ferait un enfant. Et je lui ai demandé, mais pour quelle raison tu penses que les femmes sont naturellement faites pour faire des enfants? Donc pour quelle raison penses-tu que... Mais parce que je n'en fais pas. Mais parce que je n'en fais pas. Mais il y a une raison au fait que je n'en fasse pas. Et la première raison était d'ordre psychologique. Elle se faisait beaucoup de mal à penser qu'elle ne va pas en faire. Et parce qu'elle pensait qu'elle ne va pas en faire, elle n'en faisait pas. On va prendre notre premier reportage tout de suite, le tout premier. Alors, quand l'enfant se fait attendre, comment est-ce qu'on a intitulé d'ailleurs ce premier reportage? Arrivée tardive du premier bébé. Avant l'arrivée de son premier bébé, Nicole a attendu 5 ans. Pour la belle famille, comme tous nous connaissons, ils disaient que oh, tu n'accouches pas, oh, tu es stérile, tu es ceci, tu es cela, tu remplis le WC. Et puisque moi, sachant que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé, et Dieu, comme il est amour, un jour, il va sûrement me donner l'enfant. C'est dans mes prières, c'est ce que je demandais. Cette torture psychologique, elle a dû la supporter en silence, aux côtés de son époux. Quand j'ai conçu,
il a annoncé, il était content. Gardons d'abord ce secret. Le ventre a commencé à évoluer jusqu'au jour où, quand j'ai accouché, c'est tout le monde qui sortait de partout. Et quand j'ai accouché, c'était une fille. On a mis une princesse. Tout le monde était content, ma belle famille était contente, fière. Tout ce que je voulais me donner, était au petit soin. Et même lorsque le premier bébé est arrivé, pour la famille et le voisinage de Nicole, il y avait encore des doutes qui planaient. La première personne venait guetter, elle est venue guetter l'enfant, c'était la photocopie de son papa. Quand il repartait, il disait que, hey, on disait que l'enfant n'accouche pas. Et d'autres disaient que c'était pas l'enfant de leur frère. Quand on disait que la femme là, c'était pas l'enfant de ton frère et que c'était elle mettait les habits dans le ventre, c'était pas la vraie grossesse. Donc c'était un vrai bébé qu'elle portait dans le ventre. Et l'enfant, c'est l'enfant dont la photocopie typique de notre frère. Quand tu pars, tu viens voir, tu pars, tu dis que alors, on va voir aussi ce que j'ai vu. L'enfant là ressemble à ton frère jusqu'à... Princesse est aujourd'hui une lycéenne et la fierté de ses géniteurs. En effet, en Afrique, l'enfant représente la richesse et préserve l'honneur des hommes. J'ai eu mon premier mariage je peux dire, c'est Dieu qui l'a fait. Hein? Parce que j'ai fait, en principe, presque 8 mois, 3 semaines, donc presque 9 mois. Ma femme a accouché. Chez l'homme, avoir une descendance est synonyme de prestige, d'importance, de considération, de richesse, de prospérité même. Alors que chez la femme, avoir une descendance est synonyme de fertilité. C'est ce qui fait en sorte que chez nous, la société peine encore à accepter qu'une femme ne puisse pas enfanter. Lorsqu'un homme n'a donc pas d'enfant, pour certains, la solution réside dans un foyer polygamique. Pour le souvenir, ça m'a trop... Ça a fait comprendre que je suis pas mort. Je suis un homme qui respire bien. Quand on accuse la femme, c'est parce que l'homme se mesure. Il s'est dit que s'il avait une deuxième femme, troisième femme, il pouvait vite faire son enfant. Mais après parfois vérification, le tort vient parfois de la femme ou de l'homme. Du côté de l'Église, les enseignements confortent les idées des individus sur la valeur de l'enfant. Pour les médecins, l'horloge organique a pourtant ses propres secrets. Dans le contexte africain, on se marie pour procréer. C'est-à-dire une relation sexuelle, c'est vraiment aléatoire. Mais on se met ensemble pour la progéniture. Vous savez, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair pour faire la famille. Pas pour vivre simplement comme ça. Donc les parents, nos parents, reconnaissent qu'on se met ensemble pour que la race et la tribu ne disparaissent pas. L'unité de temps de probabilité de grossesse, c'est 6 mois. 6 mois, on a une chance. 6 mois, ça fait 25% de chance. 6 autres mois, 25%, ça fait 50. 6 autres mois, 25% et jusqu'à 100% au bout de 2 ans. C'est au bout de 2 ans qu'on a ce qui pose problème. Selon le docteur Ernestine Gouet-Bell, spécialiste des questions de fertilité, la fécondité des femmes en Afrique subsaharienne est en train de baisser. L'hypernatalité est loin d'y être aussi marquée qu'on le pense. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages sur notre page Facebook / dans le Saré. Maladou Guia, merci pour votre message. Onanena Ballon nous dit que tous les prétextes sont bons pour refouler une femme qu'on n'aime pas et c'est pitoyable de se donner du mal pour plaire aux gens qui ne vous aiment pas. Notre société est faite, dit-il, de préjugés, surtout lorsqu'on ne vous aime pas. Je ne sais pas si c'est une Africaine qui a parlé là. C'est un Africain. C'est un Africain? Oui. Voilà. Bon, mais c'est un Africain très occidentalisé. Parce que il a parlé d'amour. Il a parlé d'amour. Et nous, on ne connaît pas ce que c'est que l'amour, peut-être? Dans notre représentation, on ne parle pas d'amour.
On s'entend Enfant bien. d'abord. On s'entend bien. Non, enfant d'abord, c'est pas tout à fait ça. Oui. Mais on s'entend bien. Mais avant qu'on s'entende bien, les deux familles s'entendent bien. Vous voyez? Donc, c'était ça la base, c'était oui, ça le c'est socle. Tout à fait. Le mariage, c'était d'abord une affaire de famille. Donc les parents se mettent ensemble et disent nos enfants, etc. Ils s'entendent. Alors, je comprends pourquoi vous le dites, vous le comprendrez également quand on suivra le deuxième reportage, Oui. parce que nous avons une de nos interviewés qui nous dit « c'est parce que c'est mon mari qui m'avait choisi ». Et donc, en fait, à l'époque, peut-être, ce sont les familles qui choisissaient. Tout à fait. Et il ne faisait pas de mal de choisir. Il ne faisait pas mal. C'était dans le contexte permettait de comprendre cela. Donc, et on mettait des enfants ensemble pour unir non seulement deux jeunes gens, mais aussi deux familles. D'accord. Voilà. Alors, on a Jeff qui nous dit, étant donné que le couple qui n'a pas d'enfant est stigmatisé par la société, cette situation très inconfortable conduit ces couples directement dans les églises de réveil après une escale à l'hôpital et chez les tradis praticiens. Notons que la pression sociale monte d'un cran lorsque l'homme est un peu fortuné. Chacun fait sa déduction. Et son analyse. Et son analyse. Oui. On répond rapidement en 30 secondes à chaque fois avant de continuer. Oui, mais il ne faut pas non plus caricaturer. Voilà. Non, il y a une façon de voir les choses en Afrique qui est un peu tronquée, n'est-ce pas, par le regard déformant de l'Occident. Les Africains ne se regardent pas tels qu'ils sont, mais ils aiment à se regarder au travers du regard que les Occidentaux portent sur eux. Voilà. Bon, c'est vrai. Je peux comprendre qu'une femme qui ne fait pas d'enfant, qui n'en a pas encore fait, passe par tous les moyens. Elle va à l'hôpital, elle voit un gynécologue ou des, ensuite tradit praticien ou des, et puis se retrouve par exemple à voyager, à se retrouver dans une église réveillée. Mais moi je ne lui en veux pas pour ça. Elle est à la recherche. D'accord. Si elle n'était pas à la recherche, on lui ferait le reproche. On dirait qu'elle ne veut pas en faire. Ça serait condamnable. Non, mais moi, je pense que ce n'est pas la voie idéale. Je pense qu'à ce moment-là, il faudrait vraiment accuser l'entourage, accuser également la belle famille ou même la famille, parce que on a assisté à des scènes où on accuse carrément la femme de malédiction. On dit voilà, tu as été maudite, il faut rentrer. Puis encore si elle vient d'un autre village, comme on le dit très souvent. Donc je pense que ça, ce sont des gestes, des mentalités à vraiment effacer. Voilà. Elles sont rétrogrades, ces mentalités. Parce qu'après, maintenant, la femme va se retrouver dans des voies qu'il ne faut pas. Tout à l'heure, on a parlé des églises de réveil. Moi, j'irais même bien plus loin pour dire qu'elles sont obligées maintenant d'aller peut-être trouver un mari en cachette et faire un enfant qui n'est pas vraiment l'enfant de son mari. Et plus tard, on révèle vraiment la véritable identité du géniteur. Je pense que la société évolue. Il faudrait également évoluer et refuser cette mentalité qui est répandue. Oui, Sheila. Voilà, je reviens sur le même problème de mentalité. Parce que la belle famille doit comprendre la pression qu'on met sur une femme, en plus de sa propre pression, parce que toutes les femmes ont leur pression personnelle. Maintenant, la belle famille en rajoute, et l'entourage aussi demande, mais depuis, qu'est-ce que tu fais? On t'attend, on ne voit pas on ne voit pas les formes arrondies et tout. Mais quelque part, on oublie que l'homme est parfois le principal problème. Parce que la femme qui va s'envoler, qui va aller à l'église, qui va aller, je ne sais même pas où, mais elle oublie que l'homme avec qui elle veut faire d'enfants est le principal problème. Sheila, partagez-nous votre expérience, parce que ce que vous dites provient d'une expérience que vous avez vécue. Oui, mon expérience et même mon entourage aussi. Oui. Donc moi, par exemple, moi j'ai fait 1 an. C'est pas assez parce qu'il y en a qui ont fait 3, 5 et 10 ans. Mais j'avais déjà une pression à 1 an. Je n'imagine pas la pression que les autres ont à 5 ans et tout. Mais quelque part, j'ai eu la chance de ne pas avoir la pression. Bon, je suis pas mariée, peut-être que c'est aussi ça, parce que quand on est marié, on dit bon, tu es venu dans notre famille et tout. Peut-être c'est pour ça que j'ai pas eu la pression de l'autre côté, mais ma pression personnelle m'a poussé, mon conjoint et moi, à trouver une solution. On s'est dit bon, allons à l'hôpital. Et à l'hôpital, on découvre que le problème c'est l'homme.
Le problème ne venait pas de vous. Voilà, Très cher. Et justement, le médecin, le gynécologue, Dr Kakising, tout à l'heure dans le reportage, soulignait que, bon, sur le plan scientifique, il faut attendre 2 ans. Il fallait de 25, 5 ans, 2 ans. Mais maintenant, dans les familles où on ne maîtrise pas forcément, puisqu'on parle de notre cadre africain, est-ce qu'il y a un deadline? Est-ce qu'il y a un moment où, la belle famille, à un moment donné, se dit, après un certain nombre de temps, elle est stérile? C'est maximum, c'est vraiment maximum 6 mois. La femme 6 à 9 mois maxi. Parce que la femme se marie, je vous assure que dès la fin du 1er mois, les gens commencent à lorgner. Quand vous voyez la femme, quand tu es arrivé à la maison, la femme passe, vous voyez le regard en coin. On regarde, on veut savoir, on veut voir les signes. Voilà, tout à fait. Dès les premiers mois, on s'attend déjà. Alors, mais est-ce qu'un bébé qui se fait désirer, c'est toujours un signe d'infertilité? Toujours dans notre contexte? Non, pas forcément. D'une manière générale, les Africains savent que sauf extraordinaire, une femme avec un homme qui se marient, qui vivent ensemble, ils doivent faire des enfants. C'est une attente. Vous voyez, c'est une attente. Je vous ai dit tantôt que dans leur esprit, le signe que le mariage a été agréé, c'est que par Dieu, ou par les dieux, c'est que justement, il y a un fruit à cette union, un premier, un deuxième, un troisième, etc. Alors, juste une petite parenthèse, Joseph Boumba, qui nous écrit sur notre page Facebook / dans le Saré pour nous dire que notre culture africaine doit être remise en cause sur ce point. Oui. L'enfant n'est pas la garantie d'un couple, mais c'est l'amour. Il faut vivre votre vie de couple sans ingérence, à attendre l'enfant quand il viendra. J'ai envie d'être d'accord avec lui. Sauf que... Non, j'ai envie d'être d'accord avec lui. Parce que ici, je suis enseignant d'université, professeur, et je vais vous faire comprendre aux téléspectateurs une réalité. Mais je suis aussi celui qui porte un regard scientifique sur ces choses. Je reproche à l'Afrique ce que Joseph Boumba nous dit. Je reproche cela en Afrique. Il n'y a pas beaucoup de considération en Afrique pour la femme qui nous amènerait à parler de la femme en termes d'aimer la femme. La femme a été toujours perçue en Afrique par les Africains avant tout comme un instrument. Voilà. Donc la femme dans l'Afrique a été perçue donc comme cette personne qui va accompagner l'homme, qui va lui faire des enfants, qui va. Mais la relation de l'homme à la femme, qui devait être une relation amoureuse, ça n'a jamais existé en Afrique. Ah, d'ailleurs, quelque part, il y a quelqu'un qui a dit, il m'a choisi, ça veut dire la femme. Oui, je pense que c'est la raison pour laquelle justement il faudrait rééduquer les mentalités. Parce que pour moi, si aujourd'hui on enregistre bon nombre de séparations, je pense que c'est quelque part parce qu'on n'a pas cerné la notion d'amour. Je pense qu'il faut aujourd'hui, pour ma part, s'aimer d'abord et maintenant, passer aux enfants. Et tout à l'heure, on parlait on a suivi dans le reportage une dame qui a dit, une fois, surtout pour des femmes qui ont tellement attendu, une fois que l'enfant arrive, on est encore obligé de se questionner, est-ce que c'est véritablement l'enfant? Le voisinage et la famille enquête et tout ça. Donc, je pense que vraiment c'est la mentalité qui a répandu et qu'il faudrait rééduquer tout simplement. Non, je partage tout à fait. Alors, il y a Néné Chain qui nous écrit de la Guinée-Conakry et qui nous dit que dans certains cas, c'est l'époux même qui met la pression et parfois renvoie son épouse. Ça, c'est souvent arrivé. C'est souvent arrivé. Mais c'est souvent culturel. Et ce genre d'exemple, on va m'excuser de dire les choses comme elles sont. Ce genre d'exemple de femmes qu'on répudie parce qu'elle n'a pas fait d'enfants, on retrouve ce genre d'exemple là dans une certaine culture, voilà, et en lien avec une certaine religion. Voilà. Plus que... Oui, parce que dans certaines cultures, avoir des enfants, c'est signe de puissance. Donc, c'est signe de puissance et l'homme n'accepterait pas parce que très souvent, lorsqu'il se retrouve entre amis ou alors entre familles, il n'est pas un
homme tout simplement. Donc pour lui maintenant avoir un enfant, et parfois un ne suffit pas. On est tenté d'aller jusqu'à 2, 3, 4, et si tu te limites juste à un seul enfant ou 2 enfants, on peut encore te mettre à la porte et justement appeler une autre. D'ailleurs, vous disiez que chez vous, c'est synonyme justement de voilà, chez nous, un homme qui veut montrer qu'il est viril. On a des hommes, par exemple, qui ont 24 ans, qui ont peut-être 25 ans, mais qui sont déjà 3 ou 4 enfants. On ne se demande pas comment est-ce qu'on va les nourrir, comment est-ce que, voilà. Alors, est-ce on peut prendre le deuxième reportage? Je ne sais pas si c'est possible ou pas. On va prendre donc le deuxième reportage. Merci Collins. Premier enfant tardif, un procès envers l'épouse. Maman Marie a attendu de nombreuses années pour voir arriver son premier bébé. C'est le mari qui m'a amené. On l'accusait d'avoir fait un mauvais choix. Mais néanmoins, bon, puisqu'on s'était d'abord aimé dès le départ, on a bravé tous ces obstacles. On s'est supporté, malgré toutes ces pressions. On patientait, on avait l'espoir et le temps de Dieu. Maman Marie n'avait pas un problème physiologique, mais un blocage psychologique, tellement elle désirait un enfant. Le gynécologue me disait que tu as seulement tellement envie que l'organisme se comporte comme si tu étais même déjà enceinte. Tu as les retards, tu as peut-être même 3 mois de retard. Après on fait le test, c'est négatif. Il te donne les conseils, il faut être libre, il faut te libérer, il faut penser positif. Ou tout du moins, il faut même oublier que tu as un problème. Oui, là alors, l'enfant viendra seul. Parce que moi particulièrement, je n'avais pas un problème clinique. Je n'avais pas une infection. Je n'avais pas... Je vais dire quoi? Il n'y avait pas une cause précise. Le stress était donc à l'origine de cette halte. Avant de sortir de l'étau, il a fallu de l'endurance et du charisme face aux épreuves. On est toujours quand même aussi soumis à des tentations. Parce que même les médecins cherchent à voir pourquoi c'est comme ça. Et généralement, dans ces choses-là, il faut d'abord voir le nœud du problème. Lors de notre enquête, nous sommes tombés sur des femmes qui ont entretenu des rapports sexuels avec leur médecin traitant juste pour tester l'efficacité de leur traitement. Lorsque l'enfant tarde à arriver au sein d'une famille, la femme est tout de suite pointée du doigt. Il y a une dame comme ça que je connaissais bien. Elle a fait 17 ans de mariage. 16 ans, oui. 17e année, elle a conçu. C'était une joie terrible. Elle a été détestée, elle a été méprisée, mais à la fin, elle a été heureuse. Le regard accusateur se dirige vers les femmes, souvent sujettes aux railleries. Frida nous raconte l'histoire de sa copine. Avec sa belle famille, il n'y avait pas de dialogue. Quand des fois elle les assistait, elles étaient toujours prêtes à l'insulter. Fous le camp, tu es venu manger l'argent de notre frère. Tu remplis toujours le WC. Nous, on est fatigués. Nous sommes fatigués. Prouve-nous que tu es une femme. Tu es quel genre de femme? Une calebasse qui ne puise pas de l'eau. Fous-moi le camp. Nous allons te chasser. On te donne la durée. D'ici 2 ans, si tu ne conçois pas, nous allons te virer. Ça, c'est quel genre de femme? Mami Mboma. Après le mariage, la naissance d'un enfant dans une famille est accueillie avec beaucoup de joie. L'absence de l'enfant entraînant tristesse. Dans notre société, la femme est associée à la maternité. L'une des caractéristiques du genre féminin, c'est la maternité. Le rôle de mère est donc un rôle fort, étant donné que, aux yeux de la société, une femme est nécessairement une mère. Et en second lieu, ce qu'il faut dire, c'est que traditionnellement, le mariage a pour but ultime la procréation. Et il s'agit en fait d'avoir une descendance et de la perpétuer lorsqu'on se marie. Entre février et décembre 2017, 2258 cas d'infertilité ont été enregistrés en Ngaoundéré, soit 1581 femmes et 677 hommes. Des personnes qui ont consulté des médecins dans l'espoir de voir arriver leur premier bébé.
Merci de rester avec nous et merci pour vos contributions sur notre page Facebook /dans le Saré. Je commence avec une intervention qui va vous intéresser, professeur. Rodrigue Banaken, qui est un fidèle téléspectateur et d'ailleurs un bon contributeur de cette émission, nous dit que ce que le professeur dit sur la situation de la femme en Afrique est faux. La femme a toujours eu une place des plus importantes en Afrique et c'est la colonisation qui a renversé l'ordre des choses. On juge beaucoup l'Afrique et sa culture sur la base des discours coloniaux et par ignorance, dit-il. Il parle bien, s'exprime bien, mais de déclarer de manière péremptoire que ce que je dis est faux, sans le justifier, ne me semble pas être sérieux. De toute façon, il dit que les religions étrangères sont celles qui ont beaucoup contribué à détruire la place de la femme chez nous. Je ne serai pas accusateur, mais je vais regarder à l'Afrique traditionnelle d'un point de vue anthropologique. D'accord. Ce sont les Occidentaux qui viennent dire que nous, on a utilisé les femmes pour faire des enfants et aller, qui seraient des main-d'œuvre, de la main-d'œuvre dans les plantations. Ce sont les Occidentaux qui disent ça. Mais moi, Africain, et fier de l'être, qu'est-ce que je dis? Je dis que nous avions des rapports avec la femme qui percevaient la femme en Afrique comme une collaboratrice, une accompagnatrice de l'homme. Mais l'homme ne se mettait pas au service de la femme, c'est la femme qui était au service de l'homme. Voilà la réalité africaine. Maintenant, tous les discours de la colonisation, de la religion... Anticoloniaux ou coloniaux? J'ai été à l'école, je les connais, mais je dis que d'un point de vue anthropologique, l'Africain a eu des bons rapports avec la femme, aussi longtemps que la femme se mettait à son service. Alors, nous avons une nouvelle arrivée sur ce plateau. Elle s'appelle Karine Koé. Elle est la première Miss Mom. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Clara. Comment allez-vous? Très bien. Alors, vous avez votre premier enfant très vite, hein? Oui, très vite. Très vite. Vous n'avez pas attendu un an? 21 ans. J'ai eu mon enfant à 21 ans. Je l'ai conçu à 21 ans. C'était programmé ou pas du tout? Non. Non. Donc votre horloge a juste fonctionné normalement? Oui. Et l'enfant a été bien accueilli? Par ma famille, oui. Je vais dire, par ma famille, oui, il a été bien accueilli, vu que la personne qui m'a porté ce coup durant ces 9 mois, c'est ma maman, et du coup, il ne peut qu'être bien accueilli. Et donc, par votre famille, oui, et par l'autre famille Non, pas vraiment, parce que depuis la conception de l'enfant, mon conjoint a été réticent. Réticent au point où il m'a frustrée, et durant ces... En fait, j'étais très jeune. Pour moi, c'était mon premier gars, je tiens à préciser ça. Vous êtes encore très jeune, hein? Oui. Vous avez 24 ans. Pour moi, être mère, c'est déjà une forme de maturité. Parce que, bon, j'étais très jeune. On a vécu ensemble pendant bien longtemps. Et puis, lorsque l'enfant est arrivé, il a manifesté une image que je ne connaissais pas de lui. Alors, il a dit, il ne veut pas l'enfant. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai encaissé, je suis restée tranquille, zen. Puis, je suis allée me retourner chez ma mère. C'est chez mes parents que je me suis rendue. Et puis, ma mère m'a dit, ok, chez nous, nous sommes chrétiens, comme ton feu papa l'avait dit, on ne retire pas les enfants. Entrer, c'est entrer. Ça ne sort plus jusqu'à la fin. Alors oui, et juste pour raccourcir, et la fin, elle est gaie, j'espère. Elle est heureuse. Vous êtes heureuse aujourd'hui, vous êtes la première Miss Mom. Très heureuse, et en fait, l'enfant fait ma fierté aujourd'hui. D'accord, et d'ailleurs vous êtes Miss Maman, et donc tout va bien. Il y a Alexis Kené qui nous dit que si une femme n'accouche pas, ça dépend aussi des avortements qu'elle avait fait dans sa jeunesse. Ça se dit souvent, non? Ça aussi. Oui, ça se dit souvent. Et maintenant, là, peut-être c'est un expert en médecine qui peut nous le confirmer, mais je crois que très souvent, on le dit, hein, qu'une fois qu'il y a... Ça se vérifie même pour celles des personnes qui font parfois des recherches sur Internet, qui disent que parfois, c'est la répercussion de temps d'avortement, justement, effectué. Donc, il faudrait également interroger ça. Et c'est bien dommage parce que, voilà, très souvent, on néglige aussi ce côté médecine. On est souvent très tenté d'aller plutôt vers les écoles, d'aller vers des églises de réveil
conseils ou d'aller fouiller, d'aller jeter aussi le sort à l'enfant de tel pour dire que non, comme elle me voyait l'autre jour avec mes talons là, c'est à cause d'elle que voilà, je n'ai Ah bon, c'est des histoires réelles, ça? Oui, ça se fait, on dit oui. Comme la dernière fois, tu te rappelles, la dernière fois je marchais là, j'avais mes talons, elle m'a troisé, j'ai même salué, elle m'a répondu à peine là et tout ça. Ça peut être tel, ça peut être la tante de tel, l'autre n'est jamais fière de me voir parce que j'ai eu mes diplômes, parce que j'ai eu ceci. Donc très souvent, je pense que ce sont, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des mentalités vraiment... Rétrogrades. Voilà, tout à fait. Alors comment... J'ai voulu dire une chose. Avant qu'on en arrive à ces cas dus aux avortements, il y a des femmes qui font à 18 ans, 19 ans, 20 ans un enfant. Et 15 ans après, elles n'en font plus. Oui, tout à fait. Donc il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu d'avortement. Et ceux qui font des avortements et qui en font toujours. Voilà, et il y en a, voilà. Donc tout ça, c'est des problèmes d'ordre psychologique. Une femme qui a fait un avortement, elle ne va plus faire d'enfant, pas forcément du fait de l'avortement, à moins que ça se soit mal passé au plan clinique, que ce soit mal passé. Mais s'il n'y a pas eu de problème de complications, ça ne devrait pas empêcher. C'est elle qui va se faire un blocage dans son esprit. Elle va culpabiliser. Et c'est ce qui va empêcher, encore une fois, qu'elle puisse Moi, j'ai une amie, par exemple, aujourd'hui, qui a déjà une petite fille de 6 ans et qui s'est mariée il y a de cela 2 ans. Maintenant, dans son couple, elle ne parvient pas à faire d'enfant, mais qui est toujours accusée. Donc, on ne comprend pas qui est accusé. Et l'homme aussi, de son côté aussi, la chose magique, c'est que l'homme aussi, de son côté, a un enfant. Mais tous les deux, ils ne parviennent pas à faire d'enfant. Alors, justement, j'aimerais comprendre comment, en plein cœur du 21e siècle, certains refusent de faire. Il y a des hommes, lorsqu'on va sur le terrain, qui ne vont jamais à l'hôpital, qui refusent même d'admettre qu'ils puissent être à l'origine du problème, mais rejettent toujours la faute sur leur c'est conjoint. l'ignorance. La première expérience que moi j'ai eu à faire, à un moment donné, la femme m'a dit, écoute, il y a quelque chose qu'on appelle le spermogramme. Si ça te dérangerait de faire ça, je ne suis pas un analphabète. Pourquoi ça me dérangerait? D'accord. Je suis allé, j'ai fait le spermogramme, je suis revenu à les résultats. RAS. À côté de l'ignorance, j'ai envie d'ajouter la peur, parce qu'il y a des hommes qui ne se comportent pas très bien et qui ont très peur des hôpitaux. Ça, il faut le dire. Il y a des hommes qui se comportent pas très bien. Et c'était à moi maintenant qu'il appartenait de la rassurer. C'est-à-dire que, donc le problème c'est moi, je ne vois pas le problème en termes de c'est lui ou c'est moi. Le problème, c'est qu'il y a un problème dans le couple et il faut trouver une solution. Voilà. Alors, Sorel Malice, vous aimeriez savoir d'où nous prenons les statistiques. Ce sont des études qui ont été menées spécifiquement en Ngaoundéré et vous pouvez trouver ces statistiques même sur Internet. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez et puis vous allez trouver ces statistiques. Alors, il y a Rodrigue qui revient, professeur, et qui nous dit que nous sommes une culture de la vie. Alors, chez nous, 1 plus 1 égale 3. Dans la culture africaine, la femme est celle qui détient le secret de la vie parce qu'elle est plus proche du divin que l'homme. Et c'est pourquoi, quand il y a problème de procréation, on se retourne toujours vers la femme. Ça n'a rien à voir avec le fait que la femme a toujours été sous-estimée, dit-il. Ce n'est pas l'objet du débat. C'est pas l'objet. Oui, est-ce que j'aimerais, on parlait justement des mentalités, et si on continue effectivement à penser comme ça, le problème va persister d'après vous? Tout à fait. Parce que moi, je suis venu en me disant que peut-être qu'il fallait, comme madame le disait tantôt, qu'on amène les Africains à comprendre, les Africains d'aujourd'hui, à comprendre que ce n'est pas une fatalité dans un couple que l'homme soit stérile et ou que la femme le soit, si jamais ils étaient. C'est pas une fatalité. Je ne peux pas comprendre que la vie d'une famille, d'un couple se limite à la production des enfants. Parce qu'il y a un aspect capital dont on perd de vue, c'est l'amour qui doit fonder la famille. C'est l'amour. Les enfants devant venir de surcroît. Donc comme un don. Une bénédiction. Voilà, une bénédiction. Et ça ne remet pas en cause Tout à fait. le fait qu'en Afrique, c'était donc perçu comme bénédiction. Pour autant,
quand maintenant les gens ne feraient pas d'enfants, moi je vous ai dit, dans ma famille, ma mère, je n'ai pas eu autant de considération pour ma mère, ma génitrice, que pour sa sœur qui n'a jamais fait d'enfant. Et puis d'ailleurs, professeur Kemayou, sans vous couper, ce que dit Rodrigue, c'est ce que vous avez dit dès l'entame de l'émission d'ailleurs. Parce que vous avez bien précisé que la présence de l'enfant est symbolique d'une bénédiction divine. Ça a été dit. Oui. Donc, oui. Okay. Mélissa. Enfin, moi, je voulais rajouter un truc. Il faut savoir également que quand bien même la belle famille ou l'entourage commence à rejeter la femme, le rôle, c'est à ce moment que le rôle de l'homme devient plus poignant. Parce que si l'homme également faiblit, si l'homme également rejoint l'autre camp, laissez-moi vous dire qu'il y aura séparation. On a par exemple une tata qui me regarde ce soir, qui malheureusement n'a pas d'enfants, mais qui sont à l'heure actuelle où je vous parle des couples stars des réseaux sociaux. Les gens se demandent comment ils font. Mais c'est possible de mener une vie paisible, une vie vraiment heureuse, sans enfants. Mais est-ce que maintenant aussi, chez nous, on accepte facilement, je veux dire, des grossesses assistées? De plus en plus, ça se... C'est un peu ignorant. Dans ma famille, à moi, j'ai une cousine qui est allée 5 ou 6 fois en Europe, dans plusieurs pays d'Europe. En Hongrie, en France, etc. Peu que sais-je. Elle n'a pas fait pourtant dans les enfants. Vous savez pourquoi? Non. Pourquoi? Quand sa maman décède, avant de décéder, elle va confesser. En disant c'est moi qui ai mangé son ventre. Oula. Non. C'est vrai. Donc en fait, oui, tout à l'heure on parlait des réalités et des raisons métaphysiques qui peuvent empêcher qu'une femme ne fasse pas d'enfant. Est-ce que c'est réel? Voilà, mais c'est réel, je viens de vous donner un exemple. Donc quand une maman dit c'est moi qui ai mangé son ventre, c'était à l'article de la mort et elle meurt. Elle ne donne pas d'antidote, hein? Elle meurt là. Et puis ma cousine n'en a toujours pas eu. Et ça devient une guerre. Mais entre-temps, elle a essayé tous les moyens de la médecine. Il faut comprendre ces choses-là aussi. Elle a essayé tous les moyens de la médecine. Bon, maintenant, la médecine n'explique pas tout. Parce qu'une personne peut avoir des problèmes internes dus à des malformations congénitales. Bon, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Donc, si à moins de tomber sur un spécialiste de ces questions très pointues, il n'y aura pas de solution. Alors, la question, c'est dans ces conditions, vous avez une femme qui ne vous fait pas d'enfant, par exemple, vous la jetez, elle n'est pas responsable de cette situation. Lui, il a envie de se sentir mal d'adoption maintenant, et c'est vrai quand même que chez nous, les gens n'épousent pas encore trop cette idée d'adopter des enfants. Mais je pense que pour des couples qui s'aiment vraiment, des couples qui envisagent quand même d'élever des enfants, parce que comme je le disais à l'entame de cette émission, on peut être mère dans l'âme, pas forcément parce qu'on a porté un bébé dans son ventre. Et avec la complicité justement du conjoint, on peut naturellement se diriger dans un orphelinat et adopter un enfant et vivre vraiment heureux avec cet enfant. Moi, je pense. Alors, est-ce que dans votre environnement, à vous Karine, vous avez vu des personnes, je veux dire contrairement à vous qui avez eu votre enfant très tôt, est-ce que vous avez eu des personnes qui ont eu de la peine à faire des enfants? Oui. Et comment ça s'est passé? Ils ont fait combien d'années par exemple? J'ai une connaissance, c'est une maman qui m'a beaucoup aidée. Elle a fait 9 ans dans son couple, elle ne faisait pas d'enfant. Alors, son mari n'était non plus stérile, ils vivaient ensemble quotidiennement. Chaque jour, cette femme, elle s'occupait de nous, bien, sans problème. Un jour, elle, avec une amie, une voisine, qui lui dit, bon, il faut qu'on aille à l'église. Elle dit, ok. Il dit, bon. Elle a fait combien d'années, la dame? Elle a fait 12 ans de mariage et 9 mois sans avoir accouché. Alors, elles vont aller... 12 ans et 9 mois. Voilà. Elles vont à l'église. Une fois arrivée là-bas, le pasteur fait comprendre que, madame, vous êtes venue avec une intrus. Il dit, une intrus comment? La femme était assise, elle dit, une intrus comment? Madame, levez-vous. Elle reste, elle dit, mais on s'adresse à qui? Le pasteur, du coup, se déplace, il vient vers elle. Il lui demande que vous êtes venu pour l'enfant, c'est ça? Elle surssaute, elle dit, mais comment ça, celui-ci connaît que je suis venue ici pour l'enfant? Alors il demande, placez-vous, ayez le courage de vous placer là devant et dites-nous ce que vous avez fait. Alors,
elle a commencé à dire non, elle n'a rien fait. Puis le pasteur a commencé à prier sur elle. Puis au bout d'un moment, elle a commencé à confesser qu'elle allait chez les marabouts. Elle allait chez les marabouts chaque fois. Et c'est cela qui est à l'origine oui, au fait, de son infertilité. Oui, elle ne voulait pas accoucher. Ah, c'était volontaire? Oui, c'était volontaire. Elle ne voulait pas accoucher. Et pour quelle raison? Elle a donné la raison que dans sa famille, elle avait eu beaucoup de sœurs qui ont accouché et qui ont souffert de cet accouchement-là, où les papas délaissaient les enfants et tout et consorts. Elle se disait qu'en allant chez le marabout pour bloquer ses entrailles, et là, avec son mari et tout et consort, mais bon. Finalement, ça a été débloqué, c'est ce que ça a été débloqué avec la prière, parce que, au fait, elle était. Sa maman disait souvent que elle, depuis la naissance, elle devait être, comment on dit chez nous, elle devait succéder à sa grand-mère. Alors, on a dû l'implanter un truc durant sa jeunesse, et puis elle a grandi, elle a eu l'esprit de toujours aller chez les marabouts et tout et consort. Merci, Karine. On a promesse Leslie qui nous dit que Dieu n'a pas créé une femme stérile. N'accusons pas nos ancêtres ou nos grands-parents. Les jeunes femmes doivent regarder leur passé parce que de nos jours, les jeunes filles veulent se mesurer aux stars et poser des actes insensés, immoraux, et après quelques années, elles se confrontent au problème de stérilité. Mais quelque part, c'est l'amour qui fait grandir une famille ou fonde cette famille-là. L'enfant n'est que les prémices. Je ne sais pas ce que veut dire la conclusion. Mais bon, alors, Gaënta qui nous dit que ce n'est pas toutes les femmes qui sont nées pour accoucher. Dieu a mis des femmes pour s'occuper d'autres enfants en manque d'amour maternel. Qu'est-ce qu'on dirait? Je vais dire que, d'une manière générale, il a été observé. Et ça justifie encore, n'est-ce pas, ce postulat du départ, les problèmes d'ordre psychologique, les blocages. Il y a des femmes qui se sont mariées, ont vécu 10-15 ans avec sans enfant. Le jour où elles ont commencé à penser en termes d'adopter un enfant et qu'elles en ont adopté, elles sont tombées enceintes. Oui. Ça veut dire que quelque part, le nœud là a lâché. Le nœud psychologique. Oui, il y a beaucoup de craintes. Oui, beaucoup de craintes, beaucoup de frustration, beaucoup de peur. Bon, mais à partir du moment où elle se dit, bon, ça va, je lâche tout, peine perdue, je ne peux plus, je vais adopter. Et elle s'est mise à aimer les enfants. Ou même quand elle prend pour activité de s'occuper des enfants, d'autres personnes, qu'elle n'a pas adopté, mais quand elle prend pour activité de s'en occuper et qu'elle commence à leur transférer de l'amour, à leur communiquer de l'amour, surprise, surprise, elles sont enceintes. Parce que quelque part, il faut qu'elle abandonne. Mais à côté de ça, il faut demander aux femmes ou alors aux couples d'aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital parce que parfois même lorsque l'attente est longue et qu'on finit par avoir un enfant, et après parfois ce sont des décès. Vous êtes d'accord avec moi? Et à ce moment-là, on va encore commencer à accuser. Comment ça, ce sont des décès? Ce sont des décès. Il y a des femmes, par exemple, qui enfantent au moins 3 fois, mais la grossesse n'arrive jamais à terme. Et à ce moment-là, on va toujours parler de malédiction, on ira toujours fouiller dans les calebasses, jeter des pierres et tout ça. Par contre, le problème se trouve à l'hôpital. Voilà, la solution se trouve à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Les gens ont peur, c'est ça le problème. Il faut qu'on se le dise. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens, moi, par exemple, ma première grossesse, lorsque je suis allée accoucher, mais j'étais carrément surprise d'entendre une femme, lorsque le médecin lui demandait, parce que voilà, on essayait de la mettre sur la table, elle sortait, elle va s'allonger au sol, elle dit qu'elle a mal, mais on lui dit, mais retiens tout ce souffle et vas-y, tu pousses l'enfant pour que l'enfant sorte. Après, le médecin lui demande où est ton carnet, qu'elle disait qu'elle n'a jamais fait des examens, elle n'a jamais fait ci, elle n'a jamais fait ça, mais maintenant, on va commencer à le traitement sur quelle base, on saura que c'est un peu ça, il faut édifier, il faut encourager des personnes à aller à l'hôpital.
l'hôpital. Et je le disais encore tout à l'heure, je reviens dessus, il y a des personnes qui ne se comportent pas bien, on se comprend, qui font des choses qui ne sont pas fidèles, s'il faut le dire, pour des couples, et qui ont peur d'aller à l'hôpital. Parce que s'il faut parler d'infidélité, il faut le dire, voilà, qui ont peur d'aller à l'hôpital parce qu'on va, par exemple, annoncer une quelconque maladie. Non, mais c'est important d'aller à l'hôpital, même s'il y a une maladie derrière, de savoir que j'ai cette maladie et que je peux suivre tel traitement. C'est un peu ça la réalité. Voilà. Alors, et nous, on va prendre le troisième reportage, juste après ce message de Sheila Eno, qui nous dit « To me, marriage should be first love between the partners. Voilà. Then children can come after, because where the love is, any negative things or problem will not be seen. So I think love before anything in marriage." Voilà. Thank you, Sheila. De toute façon, l'amour toujours au-dessus. Voilà. Les enfants certainement ensuite. Alors, lorsqu'on attend un enfant, quelles sont les attitudes à adopter? Peut-être, Mélissa nous le disait encore, il faut aller à l'hôpital, il faut s'éduquer sur les questions de santé et autres. Nous allons suivre ce dernier reportage quand on entend l'enfant. Après 10 longues années de mariage, le premier enfant de M. Fopa est arrivé. Quand le premier enfant est arrivé, la famille était fière. De temps en temps, on nous posait des questions que vous attendez encore quoi pour faire le second, sans savoir que peut-être il y avait un problème de santé. Il y a un problème de santé. Quand cela ne tient, quand il y a un problème dans un foyer, quand l'enfant, on n'accouche pas, le côté maternel, c'est-à-dire le côté de la belle famille, est plus succès que le côté du mari. Mais avant d'en arriver là, le couple Fopa a suivi un traitement médical. Par le conseil de ses copines, on nous a indiqué d'aller voir un certain docteur Mukuri, PM Congo. Là-bas, on a constaté que nous deux, on avait un chlamydie un peu avancé. Le docteur nous a conseillé de suivre le traitement ensemble. Et quand on suit le traitement, quand on veut l'enfant, on devient fidèle. Donc on a suivi, on venait déjà en temps pour le contrôle. Après le contrôle, le taux de chlamydie était déjà bon. Il nous a dit d'aller continuer à rester ensemble pour voir si on va progresser. Après 2 mois, il n'y a rien, on vient. Le traitement a été poursuivi jusqu'à la naissance du premier bébé en 1999. Aujourd'hui, les Fopa comptent 3 enfants. Emmanuel Tonnier est également passé par de nombreuses médications pour avoir un enfant avec son épouse actuelle. On est passé à gauche, à droite, on nous a fait manger des mets de pistache, on s'est purgé, on s'est beaucoup de choses quoi. Dans la tradition là. Bon, à un moment j'étais même moi-même fatigué, je me disais bon, si ça ne va pas, ça ne va pas. Moi j'ai déjà fait. Donc je l'abandonne à elle-même. Dans cette quête effrénée de l'enfant, même les promesses inespérées ont été les bienvenues. La maman qui nous suivait, qui nous faisait les mets de pistache, dans toujours cette euphorie-là, bon, je vais encore dehors, je crée encore d'autres dégâts. Alors la maman là, je ne suis pas sûr qu'elle était sûre d'elle-même. Parce qu'elle me dit, ah voilà, ce que tu devais donner à ta femme, c'est ça que tu as donné là-bas dehors. Bon, mais 3 mois après, ma femme aussi conçoit. Elle nous dit d'aller au bout d'un chemin, d'une piste, de prendre un petit caillou et que ma femme l'avale pour maintenir la grossesse. Bon, comme on cherchait l'enfant, on ne pouvait pas, on est parti, on a fait ce qu'elle nous a demandé. Bon, je ne peux pas être confirmé si c'est ce caillou qui a maintenu la grossesse ou c'était la volonté divine. Comme les époux Tonnier, de nombreux couples se tournent vers marabouts et autres charlatans, parfois par dépit ou manque de moyens. Or, les médecins sont formels, un suivi médical est indispensable, tout comme l'apaisement psychologique. Une jeune fille qui s'est mariée à 19 ans, avec une belle-mère qui venait la chauffer tous les jours. Il n'y a jamais pas de nouvelles dans cette maison. Vraiment, il faudrait vraiment la femme si est stérile, ainsi de suite. Elle était traumatisée. Ça a duré 5 ans, toute cette histoire-là. Jusqu'au jour où on lui a annoncé que la belle-mère est venue lui annoncer que ça y est, vraiment on ne veut plus de toi. J'ai déjà trouvé une fille pour mon fils qui est d'ailleurs déjà enceinte. Ça lui a fait un choc psychologique qui a débloqué les choses. Elle aussi est tombée enceinte au bout de 5 ans.
le côté psychologique, le traumatisme de la famille qui vient assiéger la pauvre fille, fait quelque chose. Et lorsqu'arrive enfin le premier bébé, c'est la grande joie pour toute la famille. Nous sommes à 19 ans de mariage. Donc une mère, une femme heureuse à tous les niveaux. Donc d'abord qu'elle a fait des enfants. Le mariage est en train d'aller, certes, ça ne va pas toujours, il y a toujours des petits problèmes, mais pour le moment, nous sommes une famille heureuse. Une fois que c'est déjà là, bon, on oublie tout ce qui s'est passé. On réunit seulement tous les moyens pour qu'il soit la bienvenue. Et on oublie vraiment tout ce qui s'est passé. C'est comme si les 10 ans là se sont transformés en un an. Oui. Et je peux dire, c'était une satisfaction totale. Dans les familles, donner la vie est un acte important, la fécondité étant présentée comme un signe de bénédiction divine. Juste les dernières minutes de cette émission, Julie Christie qui nous dit que le problème en fait ne peut pas être les avortements multiples. Elle a une amie, dit Julie, qui a fait des avortements à ne pas compter. Mais aujourd'hui, elle est à son 3e enfant. Nous pouvons encore dire que cela dépendait des organismes où l'avortement créerait ce genre de conséquences, alors que chez d'autres femmes, aucun problème du tout, nous dit Julie. En fait, je n'avais pas la teneur de ce qu'elle nous disait avant, et donc j'ai été surprise un peu comme vous par le message. Ma très chère, oui. Je disais, mais je serais tentée de dire aussi en même temps que ça dépend également des réflexes, ça dépend des bons réflexes ou alors, je veux dire quoi, des attitudes que la personne adopte une fois après les avortements. Il y en a par exemple qui vont continuer à aller à l'hôpital faire des suivis. Il y en a qui vont avorter, elles sont au quartier. Donc là, je ne peux pas vraiment me prononcer sur la question parce que je ne suis pas médecin, mais je dis l'hôpital c'est très important. Voilà. Et lorsqu'on attend justement un enfant, on va au terme déjà de cette émission, quelles sont les attitudes à adopter? L'homme, oui, il a vécu la situation. Je veux parler aux hommes. D'accord. Pendant que j'ai vu une femme ou des femmes être enceintes, j'ai observé, j'ai constaté qu'il s'agissait d'une mission très compliquée. Elle devait porter la vie pendant 9 mois. Et la plupart des hommes ignorent qu'à ce moment-là, la femme est en symbiose avec le bébé dans le ventre et que si elle est mal, alors le bébé est mal. Il faut que les hommes le sachent parce qu'après, quand ils vont avoir des enfants qu'ils ne peuvent pas contrôler, quand ils ont 10, 12, 14, 15, 16 ans, ils sont violents, ils ne vont pas comprendre d'où vient cette violence. Il se trouve que vous étiez violent avec ta mère pendant qu'elle était enceinte. Et l'enfant a vécu ça et a souffert de cela. Il va développer également cette violence après. Et donc, comme on n'a pas parlé beaucoup d'amour, je voudrais en profiter pour dire qu'il faut aimer sa femme. Et en particulier, quand elle est enceinte, lui témoigner. C'est-à-dire, tellement d'amour. C'est vous qui êtes gagnant parce que c'est pour votre enfant. L'enfant qui va en sortir, sera l'enfant de l'amour qui a été aimé, etc. Et puis après, il est brillant à l'école. Dernière minute de cette émission, ma très chère. Oui, et brillant à l'école. Karine n'a pas eu cette chance-là d'être aimée pendant sa grossesse. Oui, ça c'est une exception. Heureusement que sa maman était là et que sa maman. Elle a bénéficié de l'amour. J'ai beaucoup bénéficié de l'amour de ma famille. Voilà. Alors, on n'a pas eu cet extrait dans cette émission, mais le pasteur préconisait
également des examens prénuptiaux. Comme nous le précise notre téléspectateur Abdel Afé-Magno, il y a une part des antigènes et des génotypes dans ce problème, car il pense, lui, que certains croisements ne favorisent pas la fertilité ou le maintien du fœtus. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, c'est tellement fœtus. Je ne sais pas, c'est fœtus ou fœtus. Donc, on a parlé des examens prénuptiaux. Malheureusement, ça n'a pas été contenu dans cette émission. On voulait vraiment voir quelle est la représentation sociale de ces familles-là qui n'ont pas d'enfants. On a Stanislas Fabeto qui nous dit que même si ta femme n'accouche pas, il faudra supporter. Et on a facilité par l'adoption. Pourquoi chasser la femme? Je pense que ce sera notre mot de fin. Non, on a Joseph Mbak, vraiment le mot de fin, qui nous dit qu'on est en 2018, excusez la vie des foyers avec les histoires de tradition. Puisque tout ce qui suit de négatif, en gros, vient pour lui, pour Stanislas, de là et n'aide pas souvent les couples. Donc ça rejoint ce que